Allez, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue. Ceux qui arriveront après nous rattraperont. De toute manière, le webinaire est enregistré, donc il ne manqueront pas grand-chose. Donc, je vous rappelle déjà les petites règles pour le webinaire. Donc, les micros sont désactivés. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas dans le chat. On regardera à la fin de la présentation. On vous enverra le lien pour le replay à la fin de la présentation également. Et dans la dernière partie, quand vous pouvez prendre la parole, vous aurez juste à lever la main pour qu'on vous autorise à activer votre micro à ce moment-là. Donc, on va avoir un programme d'une demi-heure. On est ensemble pendant une demi-heure. Dans les 20 premières minutes, peut-être un petit peu moins, l'idée, c'est que je vous fasse la présentation donc, sur l'organisation de la qualification de l'INS. On aura 5 minutes sur les questions-réponses, donc en particulier sur les questions qui ont été posées pendant l'inscription. Sauf si vous les avez posées ce matin ou en toute fin de journée hier, normalement, j'ai récupéré toutes les questions. Ah, vous m'entendez mal. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est juste pour vous? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal. Alors, nous, on t'entend bien. Très bien. Alors, je vous laisse regarder du coup de votre côté. Et on aura 5 minutes à la fin où on vous laissera la parole pour partager si vous avez des témoignages ou des bonnes pratiques que vous avez déjà mis en place, des choses dont j'aurais parlé dans le webinaire ou des choses que j'aurais oubliées. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse échanger à ce moment-là. Alors, avant de commencer sur les webinaires sur l'INS, je voulais recentrer un peu le débat parce que c'est vrai que ce webinaire, on le lance dans le cadre du programme Open 2. Donc, il y a des histoires de taux de qualification et de taux qui doivent être atteints pour atteindre des objectifs. Donc là, nous, on est vraiment sur la partie, effectivement, améliorer le taux de qualification, mais surtout améliorer la prise en charge des patients. Donc, on n'est pas que sur l'aspect financier ou taux à tout prix. On est vraiment sur le fait d'avoir des identités patients qui sont de meilleure qualité, d'avoir une meilleure identito-vigilance et d'améliorer les échanges et le partage des documents de santé d'un même patient. Donc voilà, en particulier, l'INS, vous le savez, c'est la clé unique pour pouvoir envoyer des documents dans le DMP, dans mon espace santé. Donc voilà, je voulais recentrer quand même le débat, disant que c'est vraiment un point qui est très important et c'est surtout pour ça qu'on fait ces webinaires. Donc, il y aura toute une série de webinaires. Donc, il y aura un ensemble de 5 webinaires. Normalement, vous avez une invitation pour les 5. Aujourd'hui, on va vraiment parler sur la partie organisation de la qualification. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualification au niveau de l'organisation de votre établissement? Alors, effectivement, c'est plus axé sur l'établissement de santé, mais je pense que les personnes qui nous rejoignent, qui sont dans des établissements, des ESMS, vous trouverez quand même des guides pour vous aider. Les 4 webinaires suivants sont donc axés sur d'autres thèmes qui impactent aussi la qualification de l'INS. Donc, le webinaire numéro 2 sera sur la saisie et la validation des données. Donc, quelle pièce d'identité on peut utiliser pour valider une identité, comment saisir les traits stricts, comment gérer quand c'est des personnes qui ont des passeports étrangers, toutes ces questions-là. Donc, ça a déjà été abordé dans d'autres webinaires, mais c'est quand même important d'en reparler. Le webinaire numéro 3 sera sur les discordances. Donc, quand le retour INS est différent du retour, des traits que vous avez sur la carte d'identité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions à apporter? Voilà, comment communiquer et comment résoudre ces problèmes le plus souvent possible. Ensuite, on fera un webinaire, le numéro 4, qui sera sur l'amélioration de la qualification d'INS, mais via l'organisation entre les différents établissements. Donc là, je l'ai positionné plutôt à la fin parce qu'il y a des réflexions encore en cours au niveau national, mais on parlera en particulier du contrat de confiance entre les établissements qui permettent dans certains cas de se baser sur une identité qui est transmise sans avoir besoin de valider avec une pièce d'identité. Mais voilà, on rentrera dans les détails à ce moment-là. Et le dernier webinaire, ce sera plus des rappels sur tout ce qui est communication, tous les documents qui sont disponibles pour la communication ou la formation, soit en interne au niveau des structures, soit au niveau des patients. Je l'ai mis à la fin parce que je pense que vous connaissez déjà pas mal les ressources, mais voilà, on aura quand même ce webinaire pour ceux qui découvrent ces points-là. Donc aujourd'hui, sur l'organisation de la qualification de l'INS,
Alors, j'ai voulu démarrer là-dessus sur la description des circuits patients. En fait, on a des demandes qui sont faites, des exigences au niveau du RNIV2 en particulier, de cartographie des flux applicatifs et de matrice de droit au niveau de la création ou de la modification d'identité, par exemple. Donc, il faut définir quel est le référentiel d'identité, quels sont les endroits possibles pour créer ces identités, et comment est-ce que cette identité est bien propagée dans les autres outils pour qu'on ait une cohérence au niveau de tout l'établissement. Donc ça, c'est ce qui est demandé au niveau du RNIV sur des documents qui peuvent être demandés d'ailleurs dans le cadre de Open. Mais je voulais prendre un peu de hauteur par rapport à ces circuits. C'est important d'avoir une réflexion plus générale sur le circuit patient pour vous adapter en fonction de vos types de structures au niveau des différentes particularités de prise en charge que vous pouvez avoir. Donc aussi bien au niveau des différents processus d'arrivée des patients, voilà, comment est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils arrivent dans un bureau d'accueil centralisé? Est-ce que l'établissement il est réparti sur plusieurs bâtiments? Est-ce que les patients passent systématiquement sur un bureau d'accueil ou est-ce que finalement ils peuvent aller directement dans les services? Est-ce que vous allez avoir éventuellement des transferts de patients, des accueils en urgence, qui est encore un cas différent? Est-ce que vous avez un système de préadmission? Donc, par exemple, tout ce qui est préadmission, on va pouvoir, ou tout ce qui est convocation aussi en préalable, on va pouvoir agir sur les convocations, sur les rendez-vous, si c'est des hospitalisations programmées, de bien indiquer, par exemple, d'apporter sa pièce d'identité, éventuellement au niveau des rappels de rendez-vous, c'est pareil, indiquer dans les textos qui sont envoyés de bien penser à prendre sa carte d'identité. Et également au niveau, par exemple, de la prise en charge à domicile, si c'est des patients que vous ne voyez jamais dans votre structure, mais qu'à domicile, comment est-ce qu'on peut gérer la qualification? Donc, si quelqu'un va le voir, va pouvoir valider son identité sur place avec sa pièce d'identité, la prendre en photo et la transmettre par moyen sécurisé, donc par exemple par une messagerie sécurisée de santé, au bureau des accueils qui pourrait faire la qualification a posteriori. Donc voilà, c'est tout des réflexions à avoir, donc ça c'est dépendant vraiment de vos structures et de vos types d'accueil, mais c'est des réflexions qui sont importantes parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de cas, si on n'y réfléchit pas, qu'on ne va pas traiter dans la qualification courante. Alors, je vous remonte ce slide-là, je vous l'avais déjà montré dans un autre webinaire, c'est l'impact de l'organisation sur la qualification, donc plus particulièrement de la répartition des tâches entre le niveau 1, qui est au niveau de l'admission, vraiment au niveau des accueils, et des niveaux ultérieurs qui ne seront pas face aux patients, qui sont donc en back-office. Et en fonction en fait, de la répartition des tâches qu'on fait, si on met plus de tâches sur la partie admission ou plus sur le back-office ou sur un troisième niveau, on va avoir des taux de qualification plus ou moins élevés. Donc voilà, je passe rapidement sur ce tableau-là, vous pourrez le regarder, mais je vais insister sur la partie qui est l'organisation qui est recommandée. Donc c'est l'organisation avec l'expérience des établissements qui sont déjà organisés, qui ont fait des retours, donc au niveau de notre région ou même au niveau national. C'est vraiment d'avoir un premier niveau au niveau de l'admission qui fasse tout ce qui est création, modification des identités, validation et qualification des identités, mais en essayant d'aller quand même assez loin pour tout ce qui est discordance simple. Donc, je ne parle pas des discordances complexes où il n'y a aucune identité, des retours multiples, ou même quand il y a des différences par exemple, de lieu de naissance ou des homonymes ou des choses qu'on n'explique pas facilement. Mais tout ce qui est un petit peu, ce qui est vraiment simple, ce qui peut être déterminé par des règles au niveau de l'accueil, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir les traiter dès l'accueil parce que vous êtes en face du patient, en face de l'usager, et que certaines questions vont pouvoir se régler juste par une interrogation du patient pour déterminer quel est son premier prénom. J'ai un retour qui m'indique, je ne sais pas, que votre prénom s'écrit de telle façon, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ce qu'il y a sur votre pièce d'identité? Voilà, au moins la prise d'information et également la possibilité d'informer les patients. Si jamais il y a des erreurs justement au retour du téléservice, vous pouvez à ce moment-là facilement leur donner le flyer en leur expliquant qu'il faut qu'ils fassent la demande de modification. Et vraiment, si ce retour-là, vous ne l'avez pas en direct, c'est compliqué de le traiter a posteriori.
Par contre, bien évidemment, en back-office, on va avoir d'autres actions qui vont être la gestion des cas compliqués, je vais en revenir un peu plus en détail sur le slide d'après, et également d'autres actions comme des contrôles qualité ou des requêtes régulières pour améliorer la qualification de l'identité. On a bien conscience qu'au niveau de la mission, le temps est limité, il y a beaucoup d'interruptions de tâches, donc voilà, il faut qu'on reste sur des choses très simples et reproductibles facilement. Donc au niveau de l'accueil, les choses à mettre en place, bien évidemment, il y a une formation régulière qui est à effectuer. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que la formation, elle ne doit pas être juste sur le fait de on qualifie l'INS, il faut qualifier l'INS, mais remettre en contexte l'intérêt de l'INS, qu'est-ce que ça apporte, aussi bien déjà pour soit être convaincu de l'intérêt de l'INS, mais aussi, une fois qu'on est convaincu de l'intérêt et qu'on a une bonne connaissance des impacts, être capable d'informer les usagers ou les patients qui viennent et de pouvoir leur expliquer pourquoi on leur demande une pièce d'identité, pourquoi est-ce qu'on veut qualifier l'INS et les difficultés éventuellement rencontrées. Donc, quand je parlais de gérer des discordances en cas d'écart simple, donc c'est des règles à définir et à partager. On en parlera un peu plus dans le webinaire numéro 3, mais c'est en particulier, par exemple, si le nom, il y a une apostrophe et un tiret qui est remplacé par un espace. Voilà, on peut dire dans l'établissement, on les accepte, et dans ce cas-là, on peut le faire directement au bureau des accueils. Mais pas des choses plus compliquées, un lieu de naissance qui est un peu différent, mais il faudra investiguer pour savoir si ça s'explique au niveau de l'histoire, etc. Ça, on ne le fera pas du tout au niveau du bureau des accueils. Voilà, alors après, c'est à vous de mettre le curseur sur ce que vous acceptez et ce que vous refusez, en fonction du temps aussi qui est attribué pour les accueils. Voilà, la règle la plus simple aussi, ça peut être si c'est 100% identique, on accepte, sinon on n'accepte pas, sachant que dans ce cas-là, le taux sera un petit peu plus faible de qualification. Ce qui est très important à faire, par contre, c'est de saisir dans tous les cas la pièce d'identité dans le référentiel d'identité. Voilà, comme ça, s'il y a une discordance au niveau du back-office, la pièce d'identité sera dans la base et on pourra faire l'analyse de la discordance et de comprendre si on peut la récupérer ou pas. C'est également à ce moment-là qu'on va pouvoir faire les informations donc au patient si jamais il est venu sans sa pièce d'identité, donc lui demander de la rapporter, soit s'il y a une correction à effectuer. Et là, je vous ai mis un lien vers le flyer qui est disponible sur le site de l'ANS. Je vous mettrai plus tard, il y a également le lien de la page exactement où vous pouvez le retrouver. Et également, un retour d'expérience qui a été fait par les établissements, c'est que les établissements qui utilisent l'appel via la carte vitale pour faire appel au téléservice ont souvent un meilleur taux de retour, parce qu'il y a des identités qui sont trouvées grâce à ça et qui ne seront pas retrouvées systématiquement par la saisie des traits. Voilà, donc ça peut être une piste à creuser. Alors j'insiste sur quelque chose qui est un peu différent de l'INS, mais qui est très important pour moi et qui est très important en fait dans le cadre de l'INS, vous allez vous rendre compte, c'est le fait qu'au niveau des bureaux des accueils ou de toute personne qui a besoin de parler de données personnelles, c'est de mettre en place des boîtes aux lettres de messagerie sécurisée de santé. Donc si vous en avez, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, tournez-vous vers votre DSI pour en mettre en place. Si jamais c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout et vous avez besoin d'un support ou votre structure a besoin d'un support, revenez vers le GCS pour qu'on vous explique. Mais j'insiste vraiment, pas de données personnelles via messagerie classique. Et au niveau du bureau des accueils, c'est quand même très intéressant d'avoir une messagerie qui est partagée dans laquelle, par exemple, on puisse envoyer des cartes d'identité d'une structure à l'autre, ou des choses comme ça, ou d'un service à l'autre, pour les transmettre de manière sécurisée. Voilà, sur la partie back-office. Alors là, c'est pareil, on va détailler un peu plus les missions, alors qui peuvent être réparties en différentes personnes. On a appelé ça back-office, mais en fait, ce qui est back-office, c'est juste que c'est pas en face du patient, c'est pas au moment immédiat de l'accueil. C'est important d'avoir un temps qui est dédié pour ces personnes-là, qui soit correctement dimensionné par rapport à la structure. Donc je sais, je fais un peu ma liste au Père Noël, et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir du temps dans les établissements, mais voilà, il faut avoir conscience que si on est une grosse structure et qu'on a une seule personne qui travaille là-dessus, elle ne pourra pas étudier les dizaines ou centaines de cas qui peuvent arriver où il y a des investigations à faire. Donc il faut en avoir conscience. Donc là encore, la formation est très importante. Donc là, il faut se former même un cran supplémentaire puisqu'il faut comprendre la gestion des cas complexes. Donc là, j'ai déjà animé des
des webinaires sur ce sujet-là, donc vous pouvez déjà voir les replays. Si vous ne les retrouvez pas, je peux vous renvoyer les liens. Il y aura le webinaire 3 qui sera là-dessus, et vous avez aussi la fiche pratique du 3 Rives, où je vous ai remis le lien, qui est la fiche pratique 15. Donc le 3 Rives, c'est le réseau des référents régionaux d'identité-vigilance, qui vous guide sur comment faire en cas d'incohérence constatée lors de la recherche. Les missions du back-office, pour moi, ça implique aussi la diffusion de la connaissance de l'INS et de son intérêt au niveau du personnel administratif, mais aussi au niveau des soignants, pour comprendre l'objectif et l'intérêt de ce sujet-là. Et c'est aussi en back-office qu'il va falloir qu'on gère tout ce qui est sollicitation pour les pièces d'identité manquantes. Par exemple, savoir si c'est un transfert de patient, si l'établissement émetteur il a la pièce d'identité, donc c'est qu'elle existe, qu'elle est retrouvable. Dans les services, ça peut être demander à la famille qui vient rendre visite de rapporter la pièce d'identité. Voilà, il y a un établissement, donc c'est dans une autre région, qui avait comme projet de faire un bureau mobile d'accueil dans les services. Donc y aller dans la semaine, de bouger dans les différents services pour pouvoir voilà, solliciter sur les pièces manquantes, etc. Et là encore, je ne refais pas mon speech sur les boîtes aux lettres de messagerie sécurité de santé, mais là aussi c'est très important d'en avoir. Dans d'autres, donc les autres missions du back-office qui sont plus des tâches qui vont être récurrentes, qui sont très importantes. Il y a une première, c'est le fait de faire des requêtes de manière régulière sur les personnes dont l'identité n'est pas qualifiée. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand l'identité n'est pas qualifiée, en sortie du patient, on va vouloir envoyer les documents au DMP et ça va être refusé parce qu'on ne peut envoyer sur le DMP que des documents sur des identités qualifiées. Donc l'idée, c'est de faire régulièrement une requête sur les patients qui sont hospitalisés, qui ont encore un intérêt pour lequel, d'essayer de mener à bout la qualification. Donc la requête, il faut qu'elle soit par exemple hebdomadaire, elle peut être faite tous les jours, ça dépend en fait de la durée des séjours de vos patients. Si vous avez des séjours d'une moyenne de 3 semaines, voilà, une requête hebdomadaire, ça va suffire. Par contre, si les patients ils viennent sur des visites vraiment très courtes, il faudra le faire plus régulièrement. En tout cas, c'est à mettre en cohérence entre la durée de séjour et cette répétition des requêtes. Et donc, effectivement, une fois qu'on a les requêtes, c'est d'essayer de creuser pourquoi l'identité n'est pas qualifiée et comment on peut la qualifier. Il y a aussi le fait de réaliser des contrôles qualité, donc de faire des audits sur la qualification, de déterminer pourquoi est-ce que les identités ne sont pas qualifiées. Donc, est-ce que c'est lié, par exemple, à une mauvaise formation? On avait dans une structure, il y avait des non-qualifications. La pièce d'identité avait été saisie, vérifiée par la personne de l'accueil, mais il y avait une case à cocher qui était pour indiquer que la pièce d'identité était bien validée. Voilà, c'était juste une petite formation à indiquer de penser à cocher cette case, et finalement, ça permettait d'augmenter le taux de qualification. Ça peut être des erreurs de qualification. Donc là, c'est plus grave, forcément, de qualifier sur une mauvaise identité. Donc dans ce cas-là, pensez bien à faire une déclaration d'événement indésirable à l'ARS, en interne également. Mais quand on a des problématiques de fusion ou de collision de données, pardon, c'est un événement indésirable. Et également, s'il y a des discordances mineures qu'on a déterminées comme acceptables de le traiter au niveau du bureau des accueils, voilà, si on voit qu'elles ne le sont pas, revenir vers le bureau d'accueil en disant voilà, je me rends compte que ce point-là, peut-être il n'est pas encore bien compris, ou peut-être qu'il y a des difficultés, il y a un manque de temps. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire cet audit et de faire des retours et puis de pouvoir apprendre progressivement, s'améliorer sur ça. Et du coup, je vous ai noté en gras cause de non-qualification. Alors ça, c'est plutôt en anticipation aussi des indicateurs pour Open. Potentiellement, ça peut être intéressant de savoir pourquoi les identités n'ont pas été qualifiées, si c'est parce que c'était une personne étrangère qui n'a pas d'INS ou des choses comme ça. Donc, si vous avez la possibilité de le renseigner dans vos outils, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Et enfin, c'est également à cet endroit-là qu'on peut prendre du temps pour investir, faire des investigations, et éventuellement remonter des anomalies, que ce soit des problématiques liées à votre logiciel, donc par exemple un logiciel qui serait pas encore conforme au Ségur, qui aurait des comportements erronés, ou alors des anomalies liées à des retours incorrects du téléservice INSI. Mais on reviendra un peu plus loin sur ce point-là. Sur l'accueil des urgences. Alors, je vois juste, oui, il y a un document qui est partagé. Donc, normalement, il est visible par tout le monde, mais voilà.
Donc n'hésitez pas à essayer de repartir et de revenir. Au niveau de l'accueil des urgences, alors j'ai fait un slide spécifique là-dessus. On sait que c'est compliqué sur la partie urgence. Par contre, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas se dire qu'il faut se dire qu'on va jamais qualifier aux urgences. En fait, il y a dans certains cas où ça peut très bien se passer. Donc il faut insister en tout cas sur la formation au niveau de l'accueil, au niveau des urgences, et sur les affichages pour les patients. Il y a toute une communication qui doit être faite pour que les patients aient le réflexe d'apporter sa pièce d'identité. Ça, on en a bien conscience. Mais je vous fais un retour d'expérience qui a été fait dans un webinaire du National. Il y a eu dans un établissement un audit qui a été réalisé au niveau des urgences. En fait, je crois que c'était des élèves en école d'infirmière qui sont venus et qui ont passé du temps dans les urgences et qui ont demandé aussi bien aux patients si on leur avait demandé leur pièce d'identité et s'ils savaient pourquoi ils avaient besoin de présenter la pièce d'identité, et aussi bien ils se sont positionnés au niveau du bureau des accueils pour savoir si au niveau de l'enregistrement, on demandait systématiquement la pièce d'identité et quand elle était demandée, quel était le taux de présentation de cette pièce. Et en fait, ils se sont rendus compte que la pièce d'identité n'était pas systématiquement demandée et que finalement, en discutant avec les patients qui attendaient aux urgences, ils comprenaient l'intérêt et ils s'engageaient à ramener la pièce d'identité pour leur prochaine visite. Voilà, donc ça peut être des éléments en tout cas ponctuels et en tout cas bien informés au niveau de l'accueil des urgences qu'il faut quand même prendre ce réflexe. Et au niveau national, il y a un travail qui est fait également entre la DNS et les pompiers pour une meilleure identification des patients. Donc, alors, on ne parle pas d'urgence absolue, mais dans le cas où ils prennent en charge des patients, vraiment faire rentrer dans leur procédure le fait de récupérer une pièce d'identité, de saisir les traits stricts de la façon dont c'est demandé dans le RNIV pour que ça vous aide au niveau de l'accueil. Alors, j'ai fait un petit aparté sur aller plus loin au niveau des GHT. Donc, on sort de l'organisation au niveau de l'établissement, mais au niveau du GHT, vous allez comprendre, c'est pour gagner un peu de temps par rapport au webinaire 4. En fait, au niveau des GHT, c'est important parce que c'est des choses qui sont longues à mettre en place. C'est vraiment, on peut vraiment gagner en harmonisant les pratiques au niveau des établissements d'un même GHT, en travaillant sur une charte d'identité-vigilance commune, en faisant des échanges de partage, des partages au niveau des cives. Donc ça, je sais qu'il y en a déjà beaucoup dans les GHT qui sont faits, mais voilà, c'est juste pour insister sur le fait que c'est vraiment un point important. Et éventuellement, au niveau des GHT, la mise à disposition d'une ressource qui soit partagée dans les différents établissements et qui puisse avoir des actions de formation, de communication, de partage de bonnes pratiques, et éventuellement faire les audits sur les pratiques en identité-vigilance ou analyser les difficultés qui sont rencontrées par les établissements, ça peut effectivement beaucoup améliorer les taux de qualification des établissements et de toute manière aider à faciliter une harmonisation de la prise en charge du patient. Et dans tous les cas, j'insistais sur le travail sur une charte commune, c'est que dans le webinaire 4, on va parler du fait qu'on peut, dans certains cas, mettre en place des contrats de confiance qui vont permettre de valider des identités en faisant confiance à l'établissement qui envoie ce patient sans avoir la pièce d'identité. Mais pour ça, il faut se mettre d'accord sur les pratiques d'identité-vigilance. Donc, c'est important d'avoir des pratiques communes. Voilà. Alors, si jamais vous avez des difficultés, je vous ai remis les liens, les personnes avec qui vous pouvez contacter. Enfin, c'était moi, excusez-moi. Donc, si jamais vous avez des problématiques en identité-vigilance, donc s'il faut me contacter moi, si c'est une question générale, vous pouvez utiliser ma messagerie normale. Par contre, s'il y a des données personnelles, messagerie sécurisée de santé, donc c'est pas la même adresse, hein, soyez vigilants. Voilà, j'ai pas mal de mails qui arrivent avec des copies de pièces d'identité, etc. Vraiment, enfin, faites l'effort d'utiliser la messagerie sécurisée de santé parce que voilà, c'est quand même vraiment pas terrible pour les. Je parle trop, en fait, je viens de voir qu'il restait que 5 minutes, je vais accélérer un petit peu. Et donc, du coup, si vous avez des problématiques liées à un retour incorrect du téléservice INSI, la bonne pratique à faire, c'est de créer un ticket à son éditeur de logiciel, puisque c'est lui qui peut remonter l'anomalie au GIE Sésame Vital pour investigation. Vous ne pourrez pas contacter directement le GIE Sésame Vital en direct, c'est vraiment que votre éditeur qui peut le faire.
Si vous pensez qu'il y a un problème qui est lié à votre logiciel, bah, là encore, il faudra voir avec votre éditeur. S'il y a eu des impacts sur des patients, pensez à faire une déclaration d'événements indésirables. Et si jamais vous avez besoin d'aide supplémentaire, un éditeur qui ne répond pas à vos demandes sur des non-conformités Ségur, par exemple, voilà, des choses importantes, il y a un lien au niveau de l'ANS où vous pouvez, un formulaire de contact, où vous pouvez leur demander un appui et ils iront voir l'éditeur directement. Là, je vous ai mis des ressources, donc je vais vite parce que je vois que le temps avait filé. En fait, vous avez les contacts en lien avec Open2, donc avec l'ARS ou OGCS Sarah. Si vous avez plus des questions sur les indicateurs ou sur le programme, voilà, ce sera vers eux qu'il faudra se tourner. Et vous avez le lien vers la plateforme de e-learning de l'ANS qui est vraiment très bien faite, qui est une bonne base sur à la fois messagerie sécurisée de santé, INS, etc. Alors, questions-réponses. Je vais très vite sur les questions qui ont été posées avant le webinaire. Donc, je vous ai remis le lien sur le dépliant de l'INSEE qui était téléchargeable, qui est donc ici. Je l'ai mis aussi plus en amont dans les slides. Donc, si vous avez parfois le retour erreur technique est survenue et que ça se reproduit sur plusieurs jours différents, n'hésitez pas à me contacter, on regarde pour voir si c'est lié à votre logiciel ou si j'ai les mêmes anomalies sur les identités patients sur lesquelles vous avez des difficultés. Comme ça vous permettra de savoir s'il faut voir avec votre éditeur de logiciel ou leur demander de déclarer une anomalie pour le GU Sésame Vital. Si la qualification s'avère impossible malgré une saisie à l'identique de la pièce d'identité, donc là ce sera plutôt en lien avec le webinaire 3. Donc vous pouvez regarder déjà les astuces qui ont été partagées dans les 10 anciens webinaires. Si jamais vous n'y arrivez pas malgré ces astuces, vous pouvez me contacter, c'est pareil, par messagerie sécurisée de santé qu'on regarde en détail sur quelques exemples. Après, il y a certaines identités qui sont encore, qui posent problème et qu'on n'arrivera pas à qualifier, où il faudra vraiment faire une demande de correction au niveau du téléservice. Et sinon, j'ai eu 2 questions pour lesquelles je vais répondre en direct par mail sur une impossibilité de créer l'INS pour les patients sur un LGO. Donc là, je vous contacte en direct. Et il y avait une question aussi sur le taux de qualification pour Open, sur comment on calculait. Donc là, il y aura des webinaires vraiment spécifiques faits par l'ARS en lien avec le calcul des indicateurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire à cette adresse-là, c'est l'adresse de Open, pour indiquer les difficultés que vous avez pour leur permettre de préparer ce webinaire de la meilleure des manières. Alors, je vais regarder juste rapidement, parce que du coup, je n'ai pas du tout vu dans les questions qui sont sorties, s'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Oui, alors effectivement, pour la MSS citoyenne, c'est compliqué de demander des pièces d'identité encore par messagerie sécurisée aux patients. C'était plutôt dans le cadre où vous vouliez transférer d'un service à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Oui, alors du coup, en psychiatrie, effectivement, c'est une problématique un peu plus compliquée en dehors des hospitalisations. C'est effectivement des parcours où il va falloir étudier au cas par cas à quel moment vous voyez le patient, qui peut faire quelle tâche au niveau de la qualification. Ah oui, alors l'identité numérique, ça, on en parlera dans le prochain webinaire sur les pièces d'identité. Je vous donne juste une réponse rapide. L'identité numérique, elle peut être utilisée si on voit que le patient, il le crée devant nous avec l'application, qu'on a vu la pièce d'identité qui avait permis de créer cette identité numérique. Mais en tout cas, juste transmise par mail comme ça, on a des risques de problématiques d'usurpation d'identité, etc. Donc, en tout cas, au niveau du 3RIF, ce n'est pas validé comme étant une pièce d'identité à haute valeur de confiance. Donc, pas seul. Et donc, je détaillerai vraiment les cas dans le prochain webinaire. Et oui, le PowerPoint sera transmis en même temps que le replay. Et également, effectivement, on a des affiches à mettre dans les salles d'attente. Je pourrais vous envoyer les liens. Ce sera plutôt le webinaire sur la communication, mais je donnerai des liens dans le mail que je vais vous envoyer. Aucun problème. Alors là, j'ai fait rapidement le tour des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager sur des retours d'expérience? Je sais qu'on a fini, normalement, c'était jusqu'à 14 h, mais si vous avez quelques minutes, moi j'ai encore du temps. Si vous voulez échanger sur des choses dont je n'aurais pas parlé, que vous avez mis en place dans vos établissements ou vos structures et qui serait intéressant pour les autres, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. On vous ouvre le micro.
J'avais un peu peur de ça, de ne pas avoir beaucoup de succès sur cette partie-là. Donc, préparez-vous pour les prochains webinaires parce que je vous rouvrirai la parole en fin de webinaire. Oui, alors effectivement, alors je vois les questions, elles défilent un peu. J'ai vu celle sur un seul prénom, alors qu'il y a 2 prénoms. Effectivement, s'il y a un seul prénom et que le téléservice en renvoie 2, il faut se poser la question, parce qu'effectivement, on va perdre des données qui sont saisies en local, et on risque de se retrouver dans des situations d'homonymie. Donc, pas forcément. C'est plutôt si c'est le 3e prénom qui n'apparaît pas, où là, on peut se poser la question. Mais effectivement, c'est vraiment à regarder au cas par cas, et supprimer un prénom, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, après... Oui, alors la question des prénoms composés, donc ça on en parlera bien dans les discordances et dans les retours des identités du téléservice. Donc effectivement, le téléservice peut renvoyer lui, il renvoie la liste des prénoms. Il ne connaît pas ce qu'est le premier prénom, et il renvoie parfois des prénoms qui sont séparés par des espaces sans le tiret. La plupart du temps, il y a le tiret, mais des fois, le tiret disparaît. Et dans ce cas-là, il faut bien faire attention quand vous récupérez l'identité de vous assurer que le prénom qui est indiqué comme étant le premier prénom correspond au premier prénom du patient. Donc les logiciels, la plupart du temps, ils récupèrent que le prénom avant l'espace, et donc ils vont oublier la 2e partie du prénom, s'il n'y a pas le tiret. Donc ça, il faut vraiment être vigilant, mais ça, on en parlera sur les récupérations dans les webinaires suivants. Voilà, il faut forcer si un seul prénom... Oui, alors ce que je ne connaissais pas, cette astuce, s'il y avait un seul prénom qui remonte, de mettre une seule partie du prénom. Donc l'astuce qu'on donne régulièrement au niveau pour gérer des problématiques de retour d'identité, c'est d'écrire un Z à la fin du prénom. Alors je vous disais le A, mais finalement on est revenu sur le A, on est sur le Z maintenant au niveau du 3 rives. Donc effectivement, parfois ça permet de récupérer une identité qui est plus propre. Je vous le présenterai en détail dans le pourquoi du comment dans les prochains webinaires. Mais effectivement, c'est une astuce de faire volontairement une erreur pour obtenir la bonne identité. Donc, bien sûr, ce n'est pas en front office, c'est en back office qu'on veut faire ça. Voilà, alors tout ce qui est partie anonymisation des patients, envoyez-moi plutôt par mail, comme ça je regarderai dans les détails, parce que je ne suis pas experte sur ce sujet-là. Je demanderai des informations précises au niveau légal de ce qui est possible de faire. Et donc, le guide de lecture des cartes d'identité, c'est dans une des fiches pratiques qui est éditée par le 3 Rives. Donc, vous avez le lien ici, fiche pratique publiée par le 3 Rives, liste des documents mis à disposition. Quand vous cliquez dessus, vous avez toute la liste qui est mise à disposition par le 3 Rives. Et en particulier, il y a une fiche pratique sur la saisie des traits d'identité des patients étrangers. Et donc, vous avez des exemples de cartes d'identité ou passeports et comprendre comment saisir les informations. Donc, vous n'avez pas tout. Si jamais il y a besoin, s'il y a des cas particuliers, vous pouvez me les envoyer, et moi je demande aux autres référents s'ils ont des pistes des connaissances particulières sur ces nationalités. Voilà, alors, le prénom à saisir, oui, tout à fait. Le premier prénom, c'est le prénom avant la virgule. S'il n'y a pas de virgule sur la pièce d'identité, la première règle, c'est d'interroger le patient, s'il est en face de vous, et de saisir du coup le premier prénom qui vous indique, puisqu'un prénom composé peut être séparé par un espace et pas forcément par un tiret. Si le patient n'est pas interrogeable, il faut saisir la première partie avant l'espace. Voilà. Donc on peut se retrouver avec des incohérences, et c'est ça qui est un peu compliqué, entre une venue où il serait conscient et une venue où il serait inconscient, sachant qu'au niveau de la recherche, on retrouvera normalement le même dossier. Mais en tout cas, si on crée une identité, effectivement, on pourra la créer avec un premier prénom qui est un peu différent. Et c'est vraiment ça la règle, c'est la virgule, interroger le patient, et si jamais on ne peut pas l'interroger, tout ce qui est avant le premier espace. Oui, le lien, les flyers, ils sont dedans. Hein. C'est dans le... Voilà, dans ce lien-là. Donc, il y a le flyer ici, et dans les questions qui ont été posées à la fin. Voilà, je cherchais le lien, c'est pas celui-là, en fait. C'est...
dans les questions ici, c'est la question qui a été demandée. En fait, vous avez une page sur le site e-santé.gouv qui est dédiée aux établissements de santé. Et si vous descendez dans la page, que vous allez dans la partie l'INS au quotidien, vous avez pas mal de documents. Et en particulier, vous avez le dépliant qui est téléchargeable sur comment demander une correction au niveau de l'INSEE, que vous pouvez directement télécharger et imprimer pour vos patients. Voilà. Et donc oui, un vrai prénom composé peut avoir un espace. On peut s'appeler Marie-Élodie avec un espace au milieu et pas de tiret. Effectivement, la plupart du temps, il y a des tirets, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Oui, effectivement, donc le courrier d'information sur les discordances d'identité. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire, dans les retours ne sont pas toujours très bons. C'est compliqué, effectivement, de demander, enfin, les utilisateurs, les patients ne vont pas forcément faire la démarche. Il faut savoir qu'elle est quand même très simple. Hein, pour les patients qui sont nés en France, la démarche sur Internet, ça se fait très rapidement. En une semaine, c'est mis à jour dans l'INS. Donc voilà, il faut dédramatiser sur cette démarche-là. Quand c'est des personnes qui sont nées à l'étranger, c'est plus compliqué et c'est plus long. Mais voilà, ce qui est important de donner comme information au niveau de l'accueil, enfin quand on transmet cette INS, c'est quel est le trait qui est incorrect dans l'INS. Dire, bah voilà, par exemple, votre date de naissance, elle est incorrecte, le jour n'est pas bon, pour que eux, quand ils fassent la demande, ils puissent préciser le champ que je demande à corriger, c'est le champ date de naissance. Voilà, après, bah, effectivement, il faut que les patients aient envie de faire cette démarche-là, mais au fur et à mesure, le message va passer comme quoi c'est quelque chose d'important et comme quoi au niveau de la prise en charge c'est quand même dégradé. Si leurs documents n'arrivent pas dans le DMP, ben voilà, leur médecin traitant ne peut pas aller voir ce qui s'est passé, il ne peut pas avoir les antécédents. Enfin, c'est quand même un vrai avantage pour la prise en charge. Voilà, je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup. Ah, vous avez... j'ai une main de levée. Oui, alors attendez. On va vous ouvrir la main, vous ouvrir le micro. Si j'arrive à le trouver. C'est bon. C'est bon, tu as autorisé. Voilà. Normalement, oui. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, Sandrine Pierre de l'hôpital privé de la Loire. Donc, j'avais une petite question. Est-ce que les chevrons en bas des pièces d'identité, des documents, sont fiables ou non? Non. Non. D'accord. Effectivement, ils peuvent aider à voir, mais non, on a des cas de pièces d'identité où le chevron va être simple ou double chevron en fonction de si c'est un prénom, premier prénom, prénom composé, etc. Donc non, on peut pas se baser là-dessus pour cette information. Donc un chevron, chevron, ça ne veut rien dire. Ça n'est pas... D'accord. C'est vraiment la virgule et puis ce qui est saisi dans le haut. Mais voilà, on ne peut pas s'en... Très bien. Merci beaucoup. Aucun problème. Bon, bah, je vous propose, c'était la dernière question. Merci à vous.